Oui, la troisième intervention, ça commence à devenir difficile de trouver des idées nouvelles à avancer. Moi, donc, je suis donc historien de métier, hein, donc 36, évidemment, m'intéresse aussi comme événement historique. Mais je dirais, pour commencer, qu'en fait, c'est la réflexion liminaire de Maryse qui m'a fait penser. Il y a en fait deux défauts qui, à mon avis, sont parallèles quand on évoque le passé. Il y a bien sûr l'oubli, c'est le plus important. C'est vrai pour 36, c'est vrai pour la Commune de Paris. Il y a la tendance à oublier, à occulter, à déformer. Donc l'oubli, premier défaut. Mais il y en a un autre qui est la nostalgie. C'est-à-dire l'idée qu'on va pouvoir revenir par la répétition, par l'imitation, ce moment magique où on a eu l'impression que l'histoire a basculé. Et pour moi, s'il faut éviter quelque chose, c'est aussi bien la nostalgie que l'oubli. Éviter la nostalgie, puisque ça a été dit à plusieurs reprises, l'histoire ne se répète pas. Les philosophes grecs d'autrefois disaient on ne se baigne jamais dans un même fleuve. L'histoire ne se répète pas, simplement c'est un réservoir d'expérience. Et c'est un réservoir d'expérience sur lequel il vaut la peine de réfléchir, et en particulier quand on veut agir sur la société. Quand on réfléchit à une expérience historique, ce qui est intéressant, c'est éventuellement de comprendre pourquoi ça marche ou éventuellement pourquoi ça ne marche pas. Et dans le cas du Front populaire, qui a été une date si marquante dans l'histoire sociale et politique de ce pays, il est vrai qu'il faut comprendre ce qui fait que ça a pu changer à ce point l'histoire du peuple français, l'histoire de cette nation, de ce territoire particulier. Et pour comprendre ce qui fait que ça a marché suffisamment pour transformer la vie, transformer l'histoire, changer la donne. Moi, j'aurais envie de retenir trois éléments. Et on peut en retenir beaucoup d'autres, mais j'en choisis trois. Nous sommes dans un moment, et ça va nous permettre de faire la différence avec aujourd'hui. Du point de vue économique et social, nous sommes dans une période où il y a ce qu'on peut appeler dans l'espace des catégories populaires un groupe central, le groupe ouvrier, qui est un groupe en expansion et qui est un groupe qui est en voie d'unification relative par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le mouvement ouvrier. Un mouvement ouvrier qui, à cette époque-là, ça me conduira au deuxième point, est sur le fond structuré symboliquement par l'idée qu'il est possible et nécessaire d'envisager une société dans laquelle le travail n'est pas exploité, dominé, subordonné, mais au contraire central, créateur, dans lequel on reconnaît la dignité du travail dans l'organisation de la vie sociale. Ça, c'est le premier élément. 1936, j'allais presque dire, c'est un moment d'apogée de ce groupe central-là, de ce mouvement, avec cette espérance sociale, cette foi, cette confiance dans la sociale, comme on dit, la République sociale, on disait tout simplement la sociale. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui découle, ça a été dit par Maryse, donc je vais y aller rapidement. La gauche de cette époque, elle est dominée précisément, culturellement, par l'idée de la sociale, et donc de la rupture avec le désordre social existant, reposant sur l'inégalité des avoirs, des savoirs et des pouvoirs. Elle est structurée, elle est dominée par cet esprit-là. Il n'est pas secondaire de constater qu'à l'intérieur de la gauche à l'époque, il y a trois grandes composantes, politiquement, je reviendrai après sur le reste. Il y a à l'époque, évidemment, encore les radicaux, il y a les socialistes et le Parti communiste qui s'est constitué par séparation avec l'ancienne maison, la vieille maison socialiste, donc en décembre 1920. La force à cette époque, qui est la force en expansion dans les années 30, et cela dès les municipales de 1935, c'est le Parti communiste, qui à l'époque est boosté d'une certaine façon par le mythe soviétique. Je dis le mythe, pas la réalité. C'est-à-dire cette idée, on pouvait montrer du doigt, dire, mais vous voyez, voilà un endroit
où les ouvriers ne sont pas dans une place subalterne, mais où ils dirigent l'État. Que ce soit vrai ou pas est une autre affaire. Mais en tout cas, il y a, j'allais presque dire, le mythe de cette possibilité-là. Et comme l'a rappelé à juste raison tout à l'heure Maryse, le Parti socialiste de l'époque, effectivement, pour lui, sa référence, c'est la révolution, c'est la dictature du prolétariat, etc., etc. Donc, cette gauche de cette époque-là, qui s'adosse sur ce groupe central, ce mouvement ouvrier dont on a parlé, est une gauche qui, symboliquement, culturellement, est dominée par l'esprit de rupture et dominée par l'espérance sociale, la projection dans une société qui ne repose pas sur l'exploitation, la domination, l'aliénation. Et troisième élément, pour moi, qui est un élément qui contribue à la force du mouvement, c'est qu'à l'époque, dans l'espace populaire et dans l'espace notamment du mouvement ouvrier, il y a de l'articulation entre le social et le politique. Certes, comme l'a rappelé tout à l'heure Thomas Coutreau, c'est le politique qui domine, qui occupe l'espace, qui structure d'une certaine façon l'alliance à partir de 1934 et ensuite 1935 du PC, de la SFIO et du Parti radical. Mais le Front populaire, tel qu'il s'exprime par exemple dans le Rassemblement populaire, c'est des dizaines et des dizaines d'associations. Le mouvement ouvrier de l'époque, il se construit sur la base non pas simplement d'organisations politiques, mais d'une multitude d'organisations syndicales, d'entraide culturelle, d'organisations par exemple de minorités d'origine dans la population immigrée, etc. Quand on réfléchit au Parti communiste, le communisme français en expansion de cette époque-là, quand on parle communisme, on pense Parti communiste, bien sûr, et un parti communiste à cette époque-là très centralisé, hiérarchisé, verticalisé, stalinisé aussi, disons les choses franchement, compte tenu de ce qu'est cette période. Mais c'est aussi, et c'est, j'allais presque dire avant tout, une sorte de galaxie communiste, dans lequel il y a du syndicalisme, il y a de l'action municipale, il y a de l'action concrète sur la question du logement, la lutte des mal-lotis, sur la lutte contre la misère et des organisations culturelles. Comme ça existe d'ailleurs dans toute l'Europe, mais dans le reste de l'Europe, c'est plutôt la social-démocratie qui réussit ça. En France, c'est le communisme. Et de ce fait, vous avez une politique qui, j'allais presque dire, presque tout naturellement, est irriguée par la sociabilité populaire. Et c'est ce raccord, j'allais presque dire, de la sociabilité populaire et du politique au sens institutionnel qui colore le Front populaire. Voilà, on pourrait dire, sur les causes, j'allais presque dire, ce qui fait la force du Front populaire, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Moi, je retiens au fond 103, un groupe central, une gauche dominée par un esprit qui est un esprit de rupture, de transformation sociale, et, j'allais presque dire, une vie d'en bas, par en bas, une sociabilité qui raccorde à l'époque le social et le politique, sous la forme d'une subordination du social au politique, la tradition communiste, qui est aussi d'ailleurs la tradition de la social-démocratie européenne, ce n'est pas le propre des communistes, ce n'est pas l'invention des communistes, donc subordination, mais quand même un rapport entre le social et le politique. Alors maintenant, j'en reviens, pas de leçons, mais des réflexions. Les réflexions, mais comment peut-on les mener par rapport à ça? Il n'y a plus de groupe central. Après une longue période qui a été une période plutôt tendanciellement d'unification des catégories populaires autour de la conquête des statuts, de la dignité du travail ouvrier, etc., etc., plutôt une phase inverse d'éclatement, de séparation, qui font qu'aujourd'hui, les catégories populaires sont plutôt dispersées, éclatées. Et il ne faut pas s'imaginer que dans ces catégories populaires, on va sortir, on l'a cru pendant longtemps, on va retrouver un groupe central de substitution. Non, il n'y aura pas de groupe central de substitution. Et donc, toute la question auquel on est confronté, c'est comment on fait pour unifier des catégories populaires qui resteront diverses, qui ne tendront pas à s'homogénéiser.
Et moi, j'ai l'impression que ce qui est la clé dans ce cas-là de l'unification, c'est ce qu'on appelle parfois le projet. Autrefois, c'était la perspective sociale, la sociale. Eh bien, il faut aujourd'hui un projet qui réunifie les catégories populaires sur la base de la reconnaissance et de la dignité. Et ce projet, à mon sens, j'allais presque dire du point de vue des valeurs, ce qui est cardinal, ces trois termes, c'est la question de l'égalité. On a reculé sur la question de l'égalité dans la société française. C'est la question de la citoyenneté, ce n'est pas simplement la liberté, mais c'est la citoyenneté, une liberté qui ne peut pas s'appuyer sur de la citoyenneté de plus en plus active, de plus en plus responsable, est une liberté formelle, abstraite. Et c'est la solidarité. C'est la solidarité qui suppose non pas d'enfermer les individus et les groupes dans des identités fermées, mais qui suppose au contraire le partage et la mise en commun. Voilà, ce qui aujourd'hui va unifier ces catégories populaires, ça n'est pas la domination d'un groupe central ou une sorte de, j'allais presque dire, chapeautage par l'État, c'est la capacité, à un moment donné, à reconstruire par en bas un projet d'égalité, de dignité et de citoyenneté. Le deuxième élément, c'est la question de la gauche. Ben oui, depuis, c'est pas la peine de se cacher derrière le petit doigt. Pendant quelques décennies, en tout cas de 1945 jusqu'à 1978, la gauche dominait. J'allais presque dire, à gauche, quelle est la force qui est la force la plus active dominante? Le Parti communiste français. Depuis 1978, or ce Parti communiste, pendant des décennies, qu'on en pense ce qu'on veut, mais d'une façon ou d'une autre, il a incarné sur le plan politique ce vieux courant plébéien, démocratique, révolutionnaire qui structure la société française depuis 2 siècles. Ça a été l'expression pendant plusieurs décennies du XXe siècle. À partir de 1978, il recule. Il recule, mais personne, j'allais presque dire à la gauche de la gauche, n'a pris cette place. Et donc, dans le paysage politique de la gauche, ce qui a progressé, c'est plutôt la tentation, l'esprit d'adaptation ou d'accommodement au système que l'esprit de rupture. Et donc la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est bon, dans cette société-là, avec les problèmes qui sont les siens, avec les exigences de rupture qu'a rappelé tout à l'heure Thomas Coutreau, est-ce que l'on peut accepter que ce qui donne le ton politique, c'est aujourd'hui l'esprit d'adaptation et pas l'esprit de rupture? Une rupture qui ne se fait pas du jour au lendemain, rupture qui ne peut être qu'un processus, mais rupture avec l'ordre social dominant. Et la dernière question, qui n'est pas la plus simple, qui est une des plus stratégiques et une des plus difficiles, c'est la question de ce raccord entre le social et le politique. Parce qu'au fond, je disais, il y a eu du raccord entre le social et le politique. Il se trouve que ce rapport a été longtemps dominé par la pratique de la subordination. Contre la pratique de la subordination, il y a eu la réaction de la recherche de l'indépendance. Mais l'indépendance est traduite par la séparation. Et donc on est passé de la subordination du social et du politique à la séparation et à l'ignorance réciproque. Et je pense que si la subordination est un mal, la séparation est une impasse. Et il faut donc réinventer des formes. Et réinventer en sachant que ça n'est pas simple. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il veut repartir du bas, qu'on veut éviter la délégation, la représentation. Mais l'histoire du XXe siècle n'a pas manqué de ces tentatives de reconstruire par en bas. Qu'est-ce que c'est au départ que le soviétisme? Sinon l'idée que l'on va remplacer la vieille démocratie représentative par une démocratie par en bas. Or, est-ce que ça réussit? Non. Et pour quelle raison? Bien sûr, Thomas Coutreau a raison de dire il faut trouver jusque dans le système institutionnel les mécanismes qui peuvent à un moment donné empêcher la délégation, la confiscation par un petit groupe d'individus, en général des hommes, en plus masculins, hein, donc, etc., etc. Oui, il faut le faire. Et Thomas a, ouvert quelques pistes
discutable, mais discutable au bon sens du terme, hein, c'est-à-dire qui mérite d'être discuté. Simplement, il faut faire attention, à mon avis, que ça ne suffit pas complètement. Parce que derrière la question de l'échec des démocraties par en bas, il y a une autre question, qui est une question, j'allais presque dire, d'ampleur tout aussi grande, que je formulerai de manière simple. La société, elle est diversité, elle est complexité, elle est contradiction. Comment peut-on tenir compte de cette diversité et construire de la cohérence? Nous avons un problème qui est que pour l'instant, on n'a que deux modèles pour penser la mise en cohérence d'une société. Il y a le modèle du marché, c'est-à-dire on dit c'est par le bas, par le marché, que se fait la relation entre les unités de la diversité. Et puis un autre modèle qui est le modèle de l'État. Et je dois dire que pour l'instant, historiquement, nous n'avons cessé d'osciller, j'allais presque dire, d'un mouvement à un autre. Regardez ce qui se passe dans les pays dits de l'ex-camp socialiste. On est passé on a voulu rompre avec le capitalisme en créant un État hyper centralisé contrôlant tout. Comme ça, c'était impossible, ça s'est cassé la figure, on remplace ça par du capitalisme libéral à tout crin, avec ce que ça suppose. Et pour l'instant, nous n'avons cessé de balancer entre les deux. Et je dirais que tant qu'on n'a pas véritablement pensé jusqu'au bout une manière de penser un espace public cohérent qui ne soit ni régi par la règle inégalitaire, discriminante du marché, ni régi par la logique simple mais verticale, administrative de l'État, pour une part, nous risquons d'être, j'allais dire, tirés d'un côté ou de l'autre. Voilà. Ceci n'est pas dit pour, j'allais dire, contredire ce que disait Thomas tout à l'heure. Au contraire, c'est juste pour dire il faut que nous ayons une conception vigilante, il faut que notre pensée de l'organisation de la vie politique soit cohérente avec cette idée que si nous voulons, à un moment donné, comment dire, transformer la société, nous devons être capables d'avoir des modes de cohérence sociale qui soient véritablement alternatifs et qui puissent être alternatifs à la double cohérence du marché et à celle de l'État. Si nous ne le faisons pas, nous risquons d'une certaine manière de revenir au balancement originel et sur cette base-là d'arriver à l'échec. Au fond, dans les exemples de difficultés que nous disait tout à l'heure Thomas, et qui peut-être atteindront d'autres mouvements, nous verrons ce que deviendra Podemos ou notre mouvement. Nous savons que très bien, sur la base, j'allais dire, de l'aspiration à la démocratie du bas, peut rapidement arriver le modèle au fond des avant-gardes organisées, des hommes providentiels, ceci ou cela, qui, pour une part, contredisent la volonté d'émancipation. Il ne suffit pas de vouloir, c'est difficile, il faut le penser. Au fond, encore une fois, il n'y a pas de réponse 1936, mais il y avait dans 1936 une sorte de créativité, j'allais dire à la fois sociale et politique, un désir de transformer, un désir d'avancer, un désir d'innover qui, comment dire, a fait la force symbolique de ce 1936 plus grande que tout ce qui a suivi, y compris 68. Mais c'est cette capacité d'innovation et de créativité qui est notre défi aujourd'hui, à nous maintenant d'essayer d'être à la hauteur.